Mesdames et messieurs, hier, en ressortant de la bibliothèque, je suis ressortie avec des pages déchirées. Selon vous, pourquoi? Est-ce que je suis devenue un vandale? Est-ce un acte de vandalisme, de dégradation ou du bien public? Alors, je peux déjà vous répondre qu'il s'agit ici d'arpentage. Et avant de vous en dire plus sur cette technique, permettez-moi donc de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne de Océan de Coach. Pour les personnes qui découvrent, ou si vous me retrouvez, si vous avez l'habitude de venir voir les bric-à-brac d'idées, donc je suis Mélanie Ainaru Kaveri, coach professionnel et j'accompagne mes clients à réfléchir, décider et agir. Et aujourd'hui, dans ce bric-à-brac d'idées, je viens vous faire un retour sur la technique de l'arpentage que j'ai découvert hier à, à la bibliothèque municipale de Lyon, à la Part-Dieu. Et donc, voici donc les pages déchirées. Et donc, l'arpentage, eh bien, oui, justement, il va s'agir de réduire un livre en pièces. Et on le fait, on va dire, pour la bonne cause. Donc, de quoi il s'agit? Donc, c'est une technique d'éducation populaire qui sert donc à faciliter l'accès à la lecture, une lecture qui va se faire collectivement et ça se passe surtout, dans le milieu ouvrier et donc ça va être un moment où les personnes vont se réunir, déchirer donc, les parties donc, on déchire, ça peut être choquant, ça l'a été pour moi et donc c'est aussi derrière une idée de désacraliser le savoir et je pense que derrière cette idée, peut-être que c'est aussi une façon de déchirer, de prendre, de réduire peut-être le livre en morceaux, mais pas pour le détruire, mais pour répartir peut-être à chaque personne présente une portion du livre où chaque personne donc aura la charge de lire une partie et donc plus, il y aura des personnes et plus, on pourra faire plusieurs parties, on pourra lire moins ou plus ou moins et donc par la suite, les personnes vont faire une restitution de leur compréhension, de leur ressenti, mais également, de leur expérience et je trouve que c'est quelque chose de plutôt alors déjà, oui, c'est quand même surprenant de se dire qu'on déchire. Je me rappelle quand je les ai vus quand je les ai vus faire déchirer, c'était vraiment quelque chose de particulier et ici, c'était le livre alors je vais vous dire parce que je ne l'ai pas de tête. Le livre dont il s'agissait, c'est le livre de Michel Zancarini Fournel et le titre: «Sorcières et sorciers, histoire et mythes» et pour ma part donc j'ai reçu la partie qui concernait la suivante: «Les sorcières aujourd'hui, du contrôle social dans les Suds à la patrimonialisation en France». Donc c'est vraiment un là, c'est une activité quand même singulière parce que, bien déjà dans la forme, dans comment ça se produit, mais c'est aussi une façon, bah, de se réunir autour de la table et de pouvoir, de son côté, lire et puis ensuite faire des restitutions et je trouve que ça apporte un véritable enrichissement, le fait d'entendre, pour chaque personne en tout cas, d'entendre les différents points de vue, les différentes façons de faire et de ce que j'ai découvert lors de l'atelier aussi, eh bien, c'est une façon aussi de voir chacun briller à sa manière, où chacun ou quand on passait tour à tour, il y avait chacun qui apportait
une part, de sa compréhension, de son histoire, mais on voyait également chacun, un peu de sa personnalité, un peu des connaissances de qui ils a de ce qu'ils avaient, de leur façon de construire les choses et c'est vraiment enrichissant et aussi très beau aussi à voir parce qu'on c'est notre façon aussi de voir les choses, peut-être de manière singulière qu'on n'aurait pas accédé si on aurait, lu soi-même tout seul et donc sur ce point-là, je trouve que c'est vraiment intéressant le fait de permettre cette expression, cette compréhension, cette construction et d'ailleurs je la trouve essentielle à faire parce que dès lors où si on est trop impressionné par un objet, donc ici le livre, on parle de désacralisation, alors on le rend accessible sur des feuilles dans laquelle on va lire et ensuite on va construire quelque chose et on va restituer. Et donc on va construire avec quoi? Avec ce qu'on a lu, mais également avec ce qu'on a pu prendre de nos représentations là. Et c'est un exercice qui est important à faire, important et qui peut être aussi exigeant, d'autant plus quand on va mettre, plus on va mettre d'exigences. C'est-à-dire, est-ce qu'il va s'agir ici de faire une construction par rapport à ce que, ce livre a fait réagir sur moi? Ou est-ce qu'il va s'agir aussi d'avoir un peu plus, de rigueur quant à la compréhension exact, quant à l'exactitude de ce que dit l'auteur, c'est-à-dire de ne pas faire dire à l'auteur, ce qu'il n'a pas dit. Alors ici, donc nous avions une liberté. Donc cette liberté, on où ici, il n'était pas question en tout cas, de se mettre d'accord, mais que chacun puisse en tout exprimer déjà son son opinion peut-être ou bien sa compréhension en tout cas, sa compréhension du du livre et puis il y avait aussi, des questions de curiosité aussi, notamment qu'il y avait, des mots qui nous intéré qui sursautaient en tout cas, des ou des pratiques qui surprenaient et où on voulait en savoir plus. Donc il y avait vraiment un acte aussi de partage, de curiosité. Il y a c'était vraiment, heu une pratique, en tout cas qui stimule beaucoup l'émotion épistémique et qui introduit cette envie de découvrir, qui est ensuite, par la suite, à aller se plonger, aller regarder l'intégralité pour aller au plus près de ce qu'a dit l'auteur ici, pour ensuite mettre, en parallèle, croiser les données avec, notamment d'autres données qu'il y a d'autres, dans d'autres branches, dans d'autres, qu'on peut trouver dans d'autres contextes, selon les expériences qu'on a eues ou bien selon les recherches que l'on va faire, qu'on a déjà fait. Et donc c'est vraiment quelque chose de particulièrement stimulant et donc je vais vous faire ici le retour, hein, sur, les sorcières aujourd'hui du contrôle social dans les Suds à la patrimonialisation en France. Et peut-être avant de commencer, donc c'est un livre où est mis surtout en avant, surtout les sorcières et il y a donc des parallèles parce que pour vous, par exemple, à vous de me dire dans les commentaires, déjà est-ce que vous connaissez, l'arpentage? Est-ce que vous, vous serez prêt à déchirer un livre? Et une autre question aussi, les sorcières, pour vous, comment vous définiriez sorcière? Qu'est-ce qu'une sorcière? Et moi, avant de venir à l'atelier, j'avais déjà eu l'occasion de de participer à d'autres animations et notamment à la médiathèque Bernard Pivot, donc à Caluire. Une médiathèque que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup apporté et donc c'était, une animation qui était texte à dire et texte à dire, ce sont, des fois des compagnies de théâtre, enfin plusieurs intervenants, différents intervenants qui viennent et qui, à partir de différents extraits de livres, vont,
faire une construction où ils vont mettre ça en scène à l'aide de plusieurs il va y avoir plusieurs techniques. Certains vont emmener le chant parce qu'il y a des comédiens, il y a le chant, il peut y avoir de la danse, il peut y avoir toutes sortes, de pratiques artistiques en plus de la lecture. Donc vous voyez, ça donne encore en plus envie, bah, d'embrasser la lecture, mais également aussi, bah, l'écriture. Parce que c'est aussi intéressant, heu, lorsqu'on vit des expériences aussi belles que celle-ci, de prendre des notes, d'écrire ce qu'on a retenu, d'écrire ce que cela a produit chez nous, d'écrire et puis par la suite aussi, on peut également et bien distinguer aussi, hem, voilà, distinguer ce qui a été dit et ce que nous ce que là où on aimerait ouvrir et ce genre de choses et d'ailleurs dans cet arpentage-là, ça a été l'occasion pour chacune, je dis chacune parce que, eh bien nous étions, que des femmes à ce moment-là, mais c'est également ouvert aux hommes, qui sont également les bienvenus dans ces activités-là et donc ça a été l'occasion d'exprimer, l parfois l'incompréhension ou alors, une impression, de contradiction lorsqu'on croisait lorsqu'on croisait nos livres et qu'on voyait qu'il y avait ci et ça donc il y avait des interrogations, des incompréhensions, alors, des critiques aussi, par exemple, certaines personnes pouvaient dire: «Eh bien, on aurait préféré, par exemple, avoir plus de considération, plus de données sociologiques, plus de quelque chose avec un spectre plus large que ce qu'il y avait là». Ça va être, donc des remarques sur le champ d'application, enfin le champ sur lequel comment l'autrice, qu'est-ce qu'elle a, décidé de dire ici et qu'est-ce qu'elles aimeraient elles ajouter et qu'est-ce qui aurait été intéressant, de dire. Donc c'est d'apporter aussi finalement quelque part, sa plume, même si c'est une plume à ce moment-là qui va être à l'oral, quoique si à l'écrit aussi parce qu'on a aussi écrit. Donc je disais, moi, j'avais déjà vu, cette animation, j'ai vécu donc, cette animation de texte à dire sur le thème des sorcières et et j'ai été surprise de voir tout ce qu'on pouvait mettre derrière le mot sorcière. Parce que derrière le mot sorcière, la première chose qu'on voit souvent, c'est cette femme. Peut-être avec, la peau verte, peut-être le nez crochu, peut-être, avec le chapeau. Donc il y a un code vestimentaire, il y a aussi, voilà, des caractéristiques physiques et qui a des pouvoirs, surnaturels. Là, je pense à sorcière. On a également moi, par exemple, j'ai grandi, il y avait, des sitcoms comme, Sabrina l'apprentie sorcière où ils ont fait un autre aussi dont je n'ai pas encore, pris connaissance d'ailleurs, sur Netflix. Donc il y avait Sabrina l'apprentie sorcière qui elle va peut-être parfois avoir un balai avec le chat aussi, le chat noir, Salem, mais pas forcément la peau verte et le nez crochu donc voilà, il y a différentes façons et donc ça, c'est là où on voit le plus, c'est cette personne qui va avoir des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs qu'on n'explique pas et dans dans cette animation-là, au travers, de toute la richesse des différents écrits qu'il y avait, c'est là que j'ai vu les différentes facettes qu'on pouvait mettre derrière sorcière. C'est oui, il y a cette image-là, cette image mythique-là, mais il y a également on peut regrouper l'ensemble des femmes, mais également des hommes aussi, qui ont été rejetés, qui ont été, des boucs émissaires à un moment, qu'on a accusés violemment, mais de sorcellerie et qui ont eu droit à des traitements inhumains, des traitements barbares, des traitements aussi, bah, qui ont été traités en marge, de la société,
Il y a aussi les camps de sorcières aussi. Enfin, en tout cas, qui a été traité en marge. Je dis qui a été, mais c'est encore le cas dans certains endroits. C'est encore le cas dans certains pays où, effectivement des personnes, parce qu'elles ont l'air un peu différentes, vont être traitées comme telles, comme, des sorcières qui vont donner droit aux autres membres de la société de les dégrader, de les tuer, de les anéantir, de faire, tout ce qu'ils ont envie de faire et donc c'est une personne vulnérable et dans il y avait aussi cette facette-là, les personnes éga d il y avait également cette revendication avec, les féministes aussi, mais aussi il y avait une part aussi parce qu'on parlait d'ailleurs, il y a un chapitre, enfin, il y a une partie en tout cas dans le livre où on parle de sorcières verdoyantes et donc c'est un lien, c'est une référence aussi avec, l'écologie mais il y a également aussi et pris en compte, englobe aussi, eh bien, les personnes homosexuelles aussi qui, heu, de par la différence qui va être incompréhensible pour l'autre, par le manque d'altérité qu'il va y avoir, donc on va dire que cette personne-là, bah, c'est une sorcière aussi quelque part et hem et derrière ça, quand on voit des j'ai envie de dire aussi, on peut dire aussi qu'il y a peut-être une forme de déshumanisation aussi et c'est là on connaît par exemple et Philippe Mérieux était passé sur la chaîne où il a parlé du principe d'éducabilité et là-dedans, eh bien, par exemple, si on regarde, on prend le cas des personnes homosexuelles, on peut parler aussi de ces pratiques-là, de lobotomisation, où là, eh bien, on va aller, voilà, on va aller à l'encontre du de la personne, c'est-à-dire si elle est plus traitée comme une personne, c'est plus un sujet de droit, c'est plus une personne, elle perd son humanité et on va faire, tous les traitements les plus horribles dans le but qu'elle puisse répondre à une attente de la société. Donc voilà un peu, ce que je pouvais ajouter là, par rapport à ce que j'avais vu un peu avant, cet atelier-là et il y a également d'autres choses à dire et donc je vais revenir à cette partie-là, sur les sorcières aujourd'hui du contrôle social dans les Suds à la patrimonialisation en France et de ce que j'ai retenu, moi, de cette lecture, de ce passage, c'est qu'en fait, la sorcellerie et donc plus particulièrement donc viser donc les femmes, est un outil de régulation sociale qui va être employé dans différents pays. Il y a eu enfin, dans le livre, donc, on fait état, bah, de certains pays en Afrique, de certains il y a aussi en Inde, il y a plusieurs endroits. Puis ce chapitre va finir, on verra, par, la France, do avec le village de Chine, où aujourd'hui ça a changé et justement, c'est de ça dont je voulais parler, c'est que et d'ailleurs, on voit dans le titre, on dit: «Les sorcières aujourd'hui du contrôle social de l'Essud à la patrimonialisation en France». C'est-à-dire que cette sorcellerie-là, ça va être, cette accusation de sorcellerie va être une formidable excuse pour pouvoir supprimer, évincer ou maltraiter des personnes les plus faibles et ou alors des fois, ça va être aussi une bonne excuse aussi également, de faire des rentrées d'argent aussi. Donc en fait, en fonction des connaissances que l'on va avoir, de l'évolution aussi des mentalités, on va pas traiter le sujet de la même façon et profiter donc de ce phénomène social-là de la même façon. Et ce qui m'a frappé aussi dans ce texte-là, c'est aussi, eh bien, le contexte, ce contexte politique et social et on voit bien que ces violences et ces façons de régler des conflits
dans la sphère privée, par exemple. C'est quelque chose aussi c'est quelque chose aussi, mais qui touche, voilà, au contexte social, au manque de ressources et à la privatisation des terres aussi. Et moi, ça me fait penser à un biais notamment, et c'était en lisant Son Karen qui disait prendre des notes intelligentes. Enfin, dans son livre intitulé Prendre des notes intelligentes, où justement il disait que c'était quelque chose à prendre, qui n'était pas suffisant. Il faisait cette remarque que ce n'était pas suffisamment pris en compte sur comment, l'humain raisonne finalement lorsqu'il est dans cette perspective de manque, lorsqu'il y a moins de lorsqu'il y a une pénurie de ressources. C'est qu'il y a pas cette même façon de fonctionner, et d'ailleurs, j'ai envie de parler là d'une expérience, et je ne sais pas vous, quelle a été votre expérience avec la crise de la Covid? Pour ma part, ça a été le moment de voir, bah, certains comportements qui m'ont heurtée, qui m'ont étonnée et qui m'ont plutôt bouleversée. Parce que moi, dans mon cadre, dans la sphère géographique où j'étais en tout cas, heu, j'avais su disons que, ma famille donc c'était Frédéric, et donc au-delà, ça va être, on va dire, entre guillemets «des étrangers», et le truc c'est que lorsque que ce soit de se promener sur un lieu public, lorsqu'on pouvait sortir à ce moment-là avec les restrictions qu'il y avait, les autorisations, ou que ce soit d'aller, dans les supermarchés. Il y avait des comportements vraiment, heu, égoïstes, j'ai envie de dire, et peut-être même des fois, qu'on peut, qualifier comme violents, ou déjà de se battre pour des haricots. C'était quand même, ou alors les personnes qui prenaient tout le stock de papier toilette ne pensant pas à l'autre personne, même si ce n'est pas votre famille, heu, voilà, c'est et je me souviens qu'il y avait cette critique justement, ou enfin cette critique, cette invitation des des grandes surfaces et des commerçants justement, de dire de ne pas prendre en stock justement parce qu'il va le long terme, il va y avoir assez pour tout le monde, mais là, en vous précipitant comme ça, vous créez justement une pénurie, et donc certaines personnes étaient privilégiées à ce moment-là et d'autres personnes, eh bien, heu, vous êtes démunis, et voilà, c'est une question de est-ce que vous êtes à quelle heure vous êtes arrivés? Est-ce que vous vous êtes fait bousculer? Est-ce que vous vous êtes fait insulter? Ce genre de choses, et pareil sur les passages où lorsque vous passez, voilà, si par exemple, sans faire exprès, vous êtes passé trop près ou quelque chose comme ça, ou que c'est l'autre qui passe trop près, voilà, c'est ça aussi. Voilà, il peut y avoir, des non, peut-être pas des altercations, mais en tout cas des choses un petit peu, bah, pénibles. Donc déjà là, bon, c'était pas un niveau de violence non plus extrême, mais déjà là, ici, on voit bien, enfin, ça montre un petit peu un indice, hein, de comment l'humain, raisonne en situation de pénurie, et comment il l'a créé aussi, cette situation de pénurie aussi, par, bah, par manque de rationalité aussi quelque part. Et donc pour revenir à cette partie, à ce texte, donc ici on est, face à donc dans des pays où il y a l'obscurantisme, il y a, la force, bah, des autorités religieuses qui vont exercer leur pouvoir de manière à ils vont donner, leurs explications à eux, donner aussi, bah, des recommandations aussi qui vont permettre aux autres aussi, bah, d'être violents aussi finalement quelque part. Et c'est un moment donc dans ce contexte de pénurie, dans ce contexte, de pénurie de ressources, dans ce contexte anxiogène, j'ai envie de dire. Eh bien, quand on regarde donc les personnes vulnérables, toutes, donc les
personnes âgées et même des fois les per ça faisait les personnes, même les enfants aussi étaient c'est ça le pire, c'est que même les enfants étaient accusés également. Je dis étaient et sont toujours d'ailleurs, toujours accusés de sorcellerie et donc c'est un bon prétexte pour les éliminer et ça fait aussi peut-être moins de bouche à nourrir, plus de ressources aussi quelque part. Donc il y a aussi un avantage là-dedans. Il y a aussi le côté anxiogène qui fait que voilà, il y a l'obscurantisme aussi, le fait de manquer des connaissances et d'avoir et de croire, en toutes sortes de choses et donc tout ça, ça va amener à légitimer un certain nombre de comportements et je vais vous donner ici des exemples de procédés, hein. Des mutilations d'oreilles, des alors ça pouvait également être, imaginez que vous êtes une grand-mère et que votre, petit-fils tombe malade et qu'il arrive je ne sais quoi à la voisine parce que un guérisseur aura dit que vous avez envoûté ces personnes-là, que vous avez et donc il va y avoir des personnes qui vont venir chez vous pour essayer de vous tuer. Alors ici, dans ce passage-là, c'est une personne qui a pu fuir, celle-ci. Mais d'autres personnes ont eu moins de chance et c'est le cas, heu, de la grand-mère d'une jeune femme, alors d'une jeune femme, qui s'app donc c'est le cas en tout cas d'une femme qui elle a voulu par la suite dénoncer ces actes-là et elle l'a fait au travers de pièces de théâtre et aussi avec des programmes d'éducation. Mais justement l'éducation, c'est ce qui permet également d'amener de la connaissance là où il y a, des croyances, qui permettent de légitimer des choses et qui permettent d'affoler un peu ses instincts, ses grandes peurs et notamment elle parle là-dedans du mot, la cristallisation de peurs archaïques. Des donc plutôt que d'être livré aux pires instincts, le fait d'amener, de l'éducation, c'est déjà quelque chose qui réorganise un peu et donc il y a ça et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que dans la façon dont ils avaient, de procéder pour accuser, c'était, vraiment, une façon où, dans tous les cas, vous êtes perdant et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la référence, c'est un petit peu comme, choisir entre la mort ou le tchétché. Je vous laisserai, chercher vous-même la référence si ça vous intéresse et là-dedans, en fait, dans cette chose-là, c'est-à-dire que pour vous donner un exemple et là, on va aller, ce qui se passait, par exemple en France à un certain moment et bien, quand était accusée une personne, ce qu'on faisait, c'est on attachait donc ses mains, ses pieds et donc on la plaçait donc, pas dans l'eau, dans le cours d'eau et il y avait 2 possibilités. La première, eh bien, soit elle coulait et ça voulait dire à ce moment-là que Dieu a repris donc, cet humain est venu sauver, délivrer, cette personne qui était sorcière et dans le cas où le corps flottait, eh bien, ça voulait dire effectivement que c'était bien une sorcière. Donc vous voyez ici, dans tous les cas, il y a pas d'échappatoire et d'ailleurs, pour dénoncer un petit peu cette difficulté qu'a l'humain et particulièrement les femmes pour, s'émanciper face, à cet arbitraire finalement quelque part, à ces lois collectives, eh bien, il y avait il y a cette fable d'une, c'est une fable africaine, d'une petite fille de 9 ans à qui on va lui demander de choisir
de dire est-ce qu'elle est soit elle est ensorcelée non, soit elle est une sorcière, soit de choisir si elle est transformée en une chèvre. Donc, est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de ce qu'on lui demande? Et cette, petite fille-là, donc elle va rester, muette et donc je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne sait pas parler de base ou alors si c'est en fonction de la situation, parce que dans le cas, c'est vraiment, particulier et d'ailleurs vous pouvez retrouver, ce livre, pas ce livre, ce film donc réalisé par Rungano Nyoni qui est I am not a witch, donc qui date de 2017. Je ne suis pas une sorcière. Donc c'est le portrait d'une fillette de 9 ans, Shula, accusée de sorcellerie, maltraitée, exploitée, héroïne de son film. Et donc vous avez ça. Et pour vous dire aussi, je vais vous lire un passage intéressant qui montre que vraiment à quel point, heu, n ça c'était facile d'accuser. Vous montrer, le raisonnement un peu. Ils accusaient de sorcellerie sans nuance. Il suffisait que quelqu'un ne réagisse pas comme les autres gens du village en sortant tard le soir. Par exemple, il y avait méfiance et on accusait cette personne d'être possédée par le diable. Donc vous imaginez si vous sortez un peu trop tard, si vous sortez un peu trop tard de chez vous et donc peut-être que enfin c'est pas peut-être, c'est il y a des possibilités que vous ayez droit à des traitements, de la sorte. Et donc par la suite, par exemple ce village de Chéhu en France, c'est en 1829 où il y a eu un grand feu, où tout a été brûlé et donc voilà, ce qui a été dit, ce qui a été annoncé par, les autorités diocésaines, bah, eh bien, ça a été de dire: «Eh bien, comme ça a été brûlé, beh, tout a été purifié». Eh bien, voilà, c'est on peut croire, hein, on peut croire à ça, vous voyez? Il y a une explication. Alors et l'explication, comment vous la qualifierez, vous, cette explication? Allez savoir et dans ce village de Chéhu, ensuite, par la suite, ce qui s'est passé, donc les grands-parents ont transmis leur, savoir, enfin, ont transmis en tout cas une histoire, je ne sais pas laquelle, mais ils ont transmis une histoire, ben, aux descendants. Donc ça s'est fait surtout de manière orale et ce qui reste surtout comme trace écrite, ça va être par, par les autorités, par les archives diocésaires et et ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, donc après, beh, cet enfer-là vécu de la part de personnes vulnérables, de personnes parfois qui ne pouvaient pas se défendre de ce genre de voilà, des personnes, en difficulté finalement. Pas que en difficulté, mais qui ont été persécutées. Et bien après cela, et bien aujourd'hui en tout cas, la ville, elle assume son histoire, elle porte son histoire et ça fait partie, bah, donc du patrimoine culturel aussi, mais c'est une façon aussi de monétiser aussi parce qu'on fait donc on célèbre dans ce village de Chéhu donc la fête, de la sorcière et donc il y a des également, un certain nombre de choses qui sont réalisées. Bon, il y a des reportages journalistiques et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, donc c'est quelque chose on va créer aussi, bah, du tourisme par rapport à ça, à dire que ça, c'est la ville des sorcières aussi et donc à l'entrée du village de Chéhu, il y a donc une statue d'une sorcière avec son balai. Donc c'est une sculpture en métal d'une sorcière sur son balai réalisée par l'artiste Michel Bonnet, donc juste devant l'entrée du village. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu visiter ce village ou peut-être que ça vous donnera envie, d'y aller et moi, de ma perspective, en lisant cela, et je me disais que c'est là que quand on prend un peu de recul,
et qu'on essaie un peu de construire une pensée critique. C'est-à-dire, en regardant ça, eh bien, tout de suite, hein, on peut s'alarmer, hein, dire: «C'est injuste», enfin, on peut vraiment condamner en tout cas et d'ailleurs oui, ben oui, c'est condamnable, condamner ces comportements-là et mais quelque part également, je me dis aussi que, bah, c'est faire également un anachronisme parce que, eh bien, à l'époque, ben, on n'avait pas enfin, aujourd'hui, on n'a pas nous, en tout cas, ici, dans notre pays, en France, on n'a pas, le même contexte qu'avant. En fait, le fait de manquer d'éducation, le fait, d'avoir, des autorités religieuses qui vous racontent, qui font des explications, irrationnelles et qui, voilà, qui font preuve d'autorité de par eux-mêmes, eh bien, c'est ça crée des conditions qui permettent, d'entendre la barbarie, d'être d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a une phrase, qui est souvent empruntée, enfin qui je crois que c'est une citation apocryphe de ouh là, de Camus, il me semble, qui est de dire, alors l'idée en tout cas, c'est de les faire croire à des absurdités pour qu'ils commettent des atrocités. C'est quelque chose dans ce sens-là et là ici, eh bien oui, ben, on voit à quel point comment on peut être conditionné. Nous aujourd'hui, on est dans un pays, d'un état de droit qui reconnaît, heu, qui nous reconnaît comme des sujets de droit et qui fait qu'il y a un certain nombre de choses, qui dans une certaine proportion, en tout cas, ne sont plus aussi facilement possibles qu'avant. Donc il y a une protection, il y a cette reconnaissance des droits. Vous voyez, parler de sorcières, mais aujourd'hui, eh bien, enfin voilà, il y a des femmes parce qu'il y avait une certaine différence, eh bien, elles étaient traitées de sorcières. Aujourd'hui, elles ont le droit de voter et ça fait pas si longtemps que ça quand on réfléchit. Mais, c'est le fait aussi de se dire, bah, qu'il y a des personnes aussi qui se sont levées et qui ont dit, qui ont dénoncé également des atrocités, qui ont dit: «Cette personne, ces personnes-là, on les a traitées ainsi, on ne veut plus de ça et voici ce que l'on veut» et ce sont des luttes, des batailles qui ont fait également ériger, bah, des droits, des libertés, fondamentales dont on a tant besoin aussi pour, s'émanciper de manière effective aussi. Parce que je me dis, heu dans ces pays-là où il y a encore, des camps de sorcières, où il y a eh bien, c'est très difficile de mener une vie. En tout cas, ils ont pas le statut de citoyen et et donc ça fait questionner aussi de comment nous, de par le système qu'on a, de comment on de comment l'humain, il peut être transformé, de comment l'humain, il peut être conditionné, de comment il peut aller dans ses pires instincts. Même la personne la plus gentille finalement sous, qui serait finalement en proie à la pression de peut-être elle aussi être, accusée, va peut-être préférer accuser l'autre. Même si bien sûr, il y aura peut-être des personnes qui vont aussi se faire remarquer également par, les circonstances, par leur personnalité aussi pour, résister, j'ai envie de dire, résister face à l'absurde, face à l'horreur, face à l'absurdité, à la violence et c'est pour ça que c'est important aussi, bah, des fois de faire violence, de déchirer, je comprends aussi, de déchirer des livres, il faut pouvoir accéder à la lecture, à l'écriture aussi et le fait de lire et je disais c'est important de pouvoir, de savoir construire, de construire ces raisonnements, de pouvoir aussi se renseigner aussi, parce que c'est également ça qui permet, lorsque l'on entendra des idées qui sonneront bizarres, on qui va pouvoir nous permettre d'y résister, de rejeter et parce que si nous n'avons pas
suffisamment de connaissances, on peut plier, même si ça sonne faux et si on n'arrive pas à formuler, à exprimer des choses, on peut se retrouver dans des situations à accepter l'inacceptable. Et donc, il y a, ce livre de La ferme des animaux de George Orwell qui met ça bien en évidence, ces mécanismes. Même si ici on prend on met en scène ici les animaux, mais derrière ce sont bien des mécanismes humains qui se mettent en place et où on voit, de comment les animaux se sont fait rouler de la farine, de comment on a exploité leur envie de s'émanciper pour par la suite changer de projet, prendre l'ascension prendre l'ascension et de réduire l'autre finalement, puisque une certaine espèce avait plus de facilité à accéder à la connaissance, plus de facilité à exprimer et d'autres étaient plus, avaient plus de difficultés là-dessus et ce sont des difficultés qui se sont au lieu de rencontrer finalement, autour d'eux des pédagogues attentifs, patients, qui vont permettre de malgré ces difficultés, de continuer, de rattacher, de 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 ne du fait de permettre de raccrocher finalement pour qu'on ne décroche pas et qu'ils puissent continuer à évoluer, même s'il y a des difficultés, beh, de trouver des moyens. Parce que, par exemple, dans la lecture, il y a vraiment différents moyens, d'initier un public. Là, par exemple, on a parlé de l'arpentage, mais il y a également vraiment d'autres moyens, d'autres animations, vraiment qui sont très intéressantes, qui sont très importantes pour pouvoir vivre une vie heureuse, socialement en tout cas, bah, dans la société, de pouvoir d'être en capacité de présenter ses idées, d'être en capacité d'évoluer et donc dans cette ferme des animaux, on montre un peu comment cette confiance a été abusée et de comment, ce qui a été promis sans ce qui était promis ne l'est plus et même oublié parce que du fait, bah, un peuple qui n'a pas d'écriture, qui n'a pas de mémoire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des générations et bien, il y avait plus on se rappelait plus de cette promesse-là et donc ces animaux-là entraient dans un nouveau conditionnement où ils étaient à leur perte et au profit donc, d'une autre espèce. Et donc c'est une lecture aussi, bah, que je propose et dont les prochains chapitres vont sortir aussi bientôt sur la chaîne. Et ça, cette ferme des animaux-là, donc ça illustre ça et c'est vrai que c'est plutôt tragique, hein, de voir cette espérance qu'ont les animaux et qui petit à petit, bah, ils savent plus de quoi il s'agissait, ils oubliaient, ils voient qu'il y a des choses ici qui sont bizarres, mais comme ils n'arrivent pas à exprimer, ils n'arrivent pas ils ont rien, aucun support pour, s'appuyer dessus, donc ils n'arrivent pas à dénoncer quoi que ce soit. Ils sont à la merci de ceux qui sont en pleine capacité, de lire, d'écrire, de parler, d'énoncer ce qu'ils souhaitent et de pouvoir négocier également avec, d'autres parties qui pourtant avant étaient leurs maîtres, finalement. Et la fin d'ailleurs est plutôt, c'est vraiment, ça ressemble à un film d'horreur. Moi, j'ai envie de dire, quand j'ai lu, c'était une image de film d'horreur et donc on aura l'occasion d'en parler un peu plus là-dessus. Donc voilà un peu, sur ce les sorcières aujourd'hui, du contrôle social dans les Sud à la patrimonialisation en France. Hem
Et ce que je peux dire aussi sur, cette technique-là d'arpentage, donc n'hésitez pas à enrichir aussi, heu, cette discussion dans l'espace commentaire, à peut-être à faire, part, de quelques remarques. Vous avez peut-être vous aussi une expérience ou alors, des connaissances aussi, des citations peut-être aussi, des ou alors des livres à recommander. Donc n'hésitez pas à faire fleurir, cela dans l'espace commentaire. Et donc je pense que je vais terminer donc ce live ici, sur, cette touche-là. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément, beaucoup de choses à dire, mais c'est aussi, c'est vrai que, bien, la lecture, il y a plusieurs façons, j'ai envie de dire, plusieurs façons d'y accéder. Et je sais aussi que certaines personnes ont pu connaître des expériences malheureuses avec, des professeurs aussi qui, à certains endroits aussi, encore aujourd'hui, utilisent la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit, heu, parce qu'il y a aussi des intimidations aussi, hein, qu'elle soit psychique mais également, physique, et que ça peut être un défi pour ces personnes de raccrocher. Et il y a également, bah, d'autres moyens d'autres moyens de pallier, j'ai envie de dire, de je veux dire de pas rester en tout cas sur ces expériences néfastes-là, qui ont des effets finalement sur le présent. Et je pense que je pourrais dire aussi qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire. On peut le faire à tout âge, même si c'est vrai, c'est plus facile à un certain moment. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai envie de dire, d'encourager à lire et à écrire aussi. Et si on sait déjà le faire, et bien de continuer à le faire et d'aller, vers des trouvailles, vers, différentes choses, différents thèmes. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir.